Bonjour, bienvenue dans le Clever Talk. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Olivier Sibonou, qui est un auteur à succès, qui a pu délivrer des messages hyper puissants sur le biais cognitif, la manière dont on gère la performance interculturelle. Il va nous dire beaucoup et davantage sur les femmes, l'ambition, le pouvoir et comment ces études peuvent nous éclairer aujourd'hui à prendre des décisions incarnées et surtout réfléchies pour accélérer sa carrière. Olivier, aujourd'hui, bienvenue dans le Clever Talk. Merci Jennifer. Alors, je vais commencer par une question simple que je pose à tous les invités, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Olivier Sibony, je suis professeur de stratégie à HEC Paris. Je viens d'écrire un livre sur la diversité. Et alors, j'anticipe la question, pourquoi est-ce qu'un homme blanc de 50 ans vient nous parler de diversité? D'un peu plus de 50 ans d'ailleurs. Parce que ma spécialité, c'est la prise de décision et les biais cognitifs. Et donc, on venait souvent me parler en me disant, vous qui êtes un spécialiste des biais cognitifs, venez nous parler de diversité parce qu'on pense que c'est le même problème. Et en fait, la thèse du livre que j'ai écrit, c'est que ça n'est pas le même problème. Et quand j'expliquais ça aux gens qui venaient me parler de diversité et de biais cognitifs, ils étaient un peu perplexes. Donc je me suis dit que ça valait le coup de prendre le temps d'écrire ce livre et d'expliquer pourquoi, en fait, c'est un sujet important et différent, dans lequel les biais cognitifs jouent un rôle, mais pas le rôle central qu'on essaie de leur faire jouer. Donc voilà de quoi je vous propose qu'on parle aujourd'hui. J'adore. On va pouvoir décortiquer cette notion de biais cognitif et surtout appliquer à la diversité. Dans diversité, on va se concentrer un peu plus sur les femmes aujourd'hui Bien sûr. pour pouvoir les accompagner dans leur carrière. Je voudrais rappeler l'événement dans lequel je vous ai rencontré et pourquoi j'ai eu envie de poursuivre un échange dans le cadre du Clever Talk. Donc, c'était à un événement de l'ESSEC et la pression que vous m'aviez donnée, c'était une impression déjà de pouvoir transmettre son travail et son savoir avec beaucoup de panache, un grand sens de C'est l'humour gentil, mais et la capacité à embarquer parce que la salle avait été un peu électrisée. L'aspect qui m'avait le plus marqué, c'était, votre franc-parler sur des notions qui, jusqu'à présent, on peine en tout cas à dire que, c'est bien ou c'est mal et c'est-à-dire, vous parliez de performance d'équipe, en Mmh. sachant que la diversité n'est pas un gage de performance et c'est cette notion que j'aimerais aussi qu'on travaille et qu'on déroule tout au long de cet entretien parce que je pense que ça peut venir ébranler quelques, vérités ou contre-vérités, qu'on a pu avoir sur, ce que ça veut dire la performance en entreprise. On commence par ça alors? Allons-y. Alors, quand vous dites que ça surprend et que ça électrise, ce qui surprend, c'est qu'on nous a tellement raconté que la diversité, c'est bon pour la performance, que c'est devenu une espèce d'évidence. C'est-à-dire que la plupart des gens qui le disent, comme chacun sait, la diversité est un facteur de performance. Il se trouve que c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est empiriquement, scientifiquement pas vrai. Et c'est pas faute d'avoir cherché. Il y a des tas de chercheurs qui sont spécialisés sur la diversité, qui font des études sur est-ce qu'il y a un lien statistique entre la diversité et la performance. S'il y en avait un d'ailleurs, ça ne prouverait pas que la diversité est bonne pour la performance, ça prouverait qu'il y a un lien statistique. Peut-être que c'est la performance qui est bonne pour la diversité, peut-être que c'est une coïncidence, mais s'il y avait une corrélation, on pourrait discuter de savoir quelle est la causalité, la corrélation n'est pas toujours une causalité, mais c'est pire que ça, il n'y a pas de corrélation, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les études que vous avez lues, les prétendues études que vous avez lues, qui vous disent qu'il y a un lien statistique entre la performance globale des entreprises et la diversité, ne sont pas des études sérieuses. Toutes les études sérieuses, faites par des scientifiques, disent, en fait, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien positif, il n'y a pas de lien négatif, il n'y a pas de lien du tout. Voilà. Alors à partir de là, est-ce que c'est surprenant? Oui, visiblement c'est surprenant, puisque c'est de ça que vous me parlez. Est-ce que ça devrait être surprenant? Non, mais non. Parce que s'il y avait un seul facteur, celui-là ou n'importe quel autre, qui permettait mécaniquement d'améliorer la performance des entreprises, on le saurait. Je vous ai dit que je suis prof de stratégie. La question centrale de la stratégie, c'est quels sont les facteurs qui expliquent la performance globale des entreprises? S'il y en avait un qui marchait pour toutes les entreprises, celui-là ou un autre, il n'y aurait plus besoin de prof de stratégie. Donc, ça ne devrait pas être surprenant qu'un facteur donné n'ait pas un lien causal important, statistique, avec la performance des entreprises de manière générale. Donc, ça ne devrait pas être surprenant. Deuxième question, est-ce que c'est important? Mais non, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas besoin que ça soit bon pour la performance pour qu'on veuille avoir de la diversité. De même qu'il n'y a pas besoin que ça soit bon pour la performance pour respecter la loi. Tiens, d'ailleurs, la discrimination, c'est interdit, c'est la loi. Oui. Il n'y a pas besoin de lien avec la performance pour bien traiter son personnel, par exemple. Il y a des tas de choses qu'on fait pour des raisons éthiques ou qu'on ne fait pas pour des raisons éthiques et qu'on n'a pas besoin de justifier par un argument de performance. Si je vous dis que je ne bats pas ma femme et que j'ajoute parce que ça n'est pas bon pour la performance de notre couple, vous allez être horrifié.
J'ai pas besoin d'explications pour vous dire pourquoi je... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, le fait qu'on ait besoin d'un argument de performance pour justifier la diversité, en lui-même devrait être choquant. Mmh. Donc c'est un argument qui, un, est faux, qui, deux, devrait être inutile, et qui, trois, est terriblement contre-productif pour les gens qui veulent vraiment faire progresser la diversité, dont je fais partie. Pourquoi? Parce que regardez le backlash auquel on assiste en ce moment aux États-Unis. Mmh. L'un des arguments qu'on a servi sur un plateau à tous les adversaires de la diversité, c'est on vous a menti, Oui. on vous a raconté que c'était bon pour la performance, or vous voyez bien que c'est pas vrai. Il y a des tas d'entreprises pas diverses qui sont performantes, il y a des tas d'entreprises diverses qui sont pas performantes, il y a des tas d'études qui vous disent qu'il n'y a pas de lien statistique, c'est vrai. Donc, en utilisant un argument qui est faux, de manière générale, quel que soit ce qu'on essaye de prouver, on ne peut que donner des armes à ses adversaires. Et quand on est dans un combat politique, c'est pas malin Ouais. de donner des armes à ses adversaires. Donc moi, tout ce que je dis, c'est que la diversité est quelque chose de trop important pour qu'on utilise à son service un argument qui est faux, qui est inutile et qui est contre-productif. Ça me paraît pas choquant comme idée. Non, ça l'est pas. Et donc, comment on pourrait, porter le message que la diversité est important pour l'équité et juste pour le fait de faire société ensemble, qu'il y a un enjeu à justement avoir des personnes qui viennent d'horizons, qui viennent d'origines, sociales, socio-économiques différents? Mais je trouve que vous venez de le dire très bien. J'ai pas un mot à ajouter à ce que vous venez de dire, c'est suffisant. Mmh. Et j'ajoute, enfin si j'ai un mot à ajouter quand même, j'ai un argument de bon sens à ajouter à ce que vous venez de dire qui est le principal. L'argument de bon sens est le suivant. Vous êtes une entreprise. Vous pensez bien sûr que vous êtes une méritocratie, que vous choisissez les meilleurs pour entrer dans votre entreprise, que vous choisissez les meilleurs pour mieux les rémunérer, pour les promouvoir, pour leur donner des opportunités, etc. J'ai jamais vu quelqu'un qui réponde non quand je lui dis ça. Évidemment, tout le monde me dit qu'il est méritocratique. Vous pensez bien sûr que le mérite est équitablement réparti entre les femmes et les hommes. Vous avez, au départ dans votre entreprise, 50% de femmes. Oui. Quand vous arrivez au comité exécutif, il y en a 20, et parmi les PDG du CAC 40 ou les SBF 120, Mmh. il y en a 10 ou 12. Vous pensez vraiment que votre sélection est méritocratique? Ce que ça vous révèle, c'est que la sélection que vous faites n'est pas méritocratique. C'est que ce que vous pensez être le mérite n'est pas le mérite. Alors, ça, c'est quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, Oui. y compris avec un prisme de performance d'ailleurs, même si c'est un raisonnement indirect, parce que ce que ça vous dit, c'est que les personnes que vous choisissez pour être vos dirigeants ne sont probablement pas les meilleurs. Il se Ouais. trouve que c'est plus souvent des hommes que des femmes, mais le fait que ça soit plus souvent des hommes que des femmes devrait être révélateur du fait que vous ne les avez pas choisis de la bonne manière et que donc ce ne sont probablement pas les meilleurs. Si on vous disait, bah tiens, dans mon entreprise, tous les dirigeants sont roux, vous diriez, c'est bizarre. A priori, il n'y a pas de raison que les roux soient meilleurs que les autres. Oui, Donc c'est qu'on ne les a pas choisis sur des critères de performance. exactement. Ben, c'est ce raisonnement-là que je pense qu'on devrait faire pour se dire quelle est la manière dont on choisit nos dirigeants Mmh. et comment est-ce qu'on peut la changer pour faire progresser la diversité pour toutes les excellentes raisons que vous venez de rappeler. Et donc, si on se passe du point de vue d'une femme qui aujourd'hui a besoin de se repositionner dans une sphère de pouvoir et qui voit bien qu'elle fait face à des biais ou à des personnes qui ont l'habitude de nommer des hommes à des postes de pouvoir et de direction, comment elle peut, dans sa posture, se montrer valable d'eux ou alors comment elle peut atteindre son résultat, professionnel? Alors, je crois qu'il y a deux niveaux de réponse à ça. Le niveau de réponse que je recommande n'est pas celui qui répond à la question que vous posez. Je vais aussi essayer de répondre à la question que vous posez. Mais le niveau de réponse que je recommande consiste à dire que si vous avez un système dans lequel on va choisir les gens sur des critères qui ne sont pas les bons, ce qui est ce que vous venez de décrire, il y a des préjugés, il y a un mode de reproduction que j'appelle miroirocratique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être méritocratique, on choisit des gens qui ressemblent à ce qu'on voit dans le miroir ce matin. Ouais. Si on a un système qui est comme ça, il faut le changer. Il faut que l'entreprise le change. Il faut que les RH se saisissent du sujet et changent la manière dont on recrute, la manière dont on évalue, la manière dont on juge les potentiels, la manière dont on choisit qui va être promu, la manière dont on fait appel à des candidatures. Il y a plein de choses pratiques dont on peut parler, qu'on peut faire pour ça. Le vrai levier est là. Pourquoi le vrai levier est là? Comment je sais que le vrai levier est là? Parce que quand vous regardez la société dans son ensemble, pas juste les entreprises, Ouais. je vous ai dit, il y a 10 ou 12% de femmes parmi les PDG du CAC 40, c'est pas terrible. Oui. Et en général, les entreprises nous disent: ah bah oui, mais c'est la faute de la société, des préjugés qu'il y a dans la société, des biais qu'il y a dans la société, du sexisme. D'ailleurs, regardez, dès la petite école, les petites filles sont pas traitées de la même manière que les petits garçons, elles font pas les mêmes tâches ménagères à la maison. Tout ça est absolument vrai, Ouais. entendons-nous bien, c'est absolument vrai. Mais là où j'ai un problème, c'est quand on dit que c'est ça la cause du problème dans les entreprises. Parce que quand vous regardez, par exemple, les médecins,
bah, il y a plus de 50% de femmes. Oui. Même en politique, à l'Assemblée nationale, il y a pas loin de 40% de femmes, au Sénat à peu près autant, au gouvernement en général à peu près 50, parmi les présidents de région, un tiers. Voilà des milieux qui sont quand même très très machos aussi. Oui. Et où pourtant, il y a plus de femmes. Les magistrats, Oui. il y a plus de 60% de femmes, et même plus de 60% parmi les niveaux les plus élevés de la magistrature. Donc, à ma connaissance, les magistrates, elles sont aussi passées par la petite école, elles ont aussi des répartitions des tâches ménagères qui sont probablement tellement plus égales que chez les PDG. Il y a donc quelque chose qui n'est pas seulement universel dans la société, qui n'est pas seulement ces biais qui sont dans toute la société, dont encore une fois je ne conteste pas du tout l'existence, Mm. mais il y a bien quelque chose de spécifique aux entreprises. Ce quelque chose de spécifique aux entreprises, ce sont ces procédures de sélection, ces procédures de choix, ces méthodes qui sont spécifiques aux entreprises et qui reproduisent un stéréotype du leadership. Oui. Donc tant que vous ne traitez pas ce problème-là, au niveau d'une entreprise, vous continuerez à avoir cette discrimination spécifique aux entreprises, qu'encore une fois, on ne retrouve pas chez les écrivains, chez les parlementaires, chez les juges, chez les médecins. Dans à peu près tous les métiers, Oui. vous allez trouver en fait plus de femmes que parmi les PDG. C'est quand même curieux. Est-ce que les quotas pourraient pallier justement ce déficit Alors, de on va y femmes? venir, mais je voulais répondre à votre question précédente, à laquelle je n'ai pas encore répondu, qui est, si je suis dans une entreprise qui est comme ça et que je suis une femme, qu'est-ce que je fais? Ouais. Encore une fois, la vraie bonne solution, c'est de changer le système. Vous ne pouvez pas forcément. Seule. Voilà. Toute seule, vous ne pouvez pas forcément. Mais enfin, vous pouvez militer pour changer le système, plutôt que de militer pour autre chose qui est à côté de la plaque. Par exemple, dans beaucoup d'entreprises, on s'est mobilisé pour faire des formations au biais cognitif. Alors, c'est vraiment formidable de faire des formations au biais cognitif. Mm. C'est tout à fait intéressant, ça permet de montrer qu'on a pris conscience du problème. Ça ne sert à rien. On a des études qui montrent que ça sert à rien. Si tout se passe bien, ça ne sert à rien. Souvent, c'est contre-productif. C'est-à-dire que les hommes qui vont à ces formations-là en ressortent plus sexistes qu'ils n'étaient avant. Incroyable. Intéressant. Comme- Ouais. En fait, c'est pas du tout incroyable, c'est tout à fait logique. Prenez des hommes qui sont bien intentionnés, qui n'ont pas du tout le sentiment d'être sexistes. Vous leur faites subir une journée de formation obligatoire dans laquelle vous leur dites « Vous êtes sexiste, vous le saviez pas, mais vous êtes sexiste, je vais vous le prouver. Ouais. » Bah, ça les énerve un peu. Mm. C'est pas complètement absurde. Et donc, quand ils en sortent, ils se disent bah, « Puisque je suis sexiste, bah, je vais faire ce que je faisais avant. Puisque de toute façon, quand j'essaye de faire les bonnes choses, on m'explique que je suis sexiste. Bah, je vais montrer ma capacité de décision, je vais affirmer mon autonomie, ça s'appelle la réactance en psychologie. Ok. Tous les parents d'adolescents connaissent ça. Puisque je me demande de faire une chose, je vais en faire une autre pour te montrer que c'est moi qui commande. Voilà. Il y a d'autres explications, mais c'est l'explication la plus plausible de ce phénomène effectivement surprenant. Hein, que quand on envoie les gens à une formation, ils font le contraire. Bon. Donc, si déjà on arrête de faire des choses inutiles, on progresse. Maintenant, individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une minorité et que donc on est assigné à des stéréotypes pour essayer de ne pas se plier à ce stéréotype? C'est délicat, parce que le problème du stéréotype, c'est qu'il est à la fois descriptif et prescriptif. Un stéréotype descriptif, c'est les femmes sont comme ça, un stéréotype prescriptif, c'est les femmes devraient être comme ça ou ne devraient pas être comme ça. Je prends l'exemple le plus évident, pas le plus évident, mais le mieux documenté, qui est la négociation. Face à une situation où vous pouvez négocier, ou voire une situation où vous devez négocier, un homme qui négocie est perçu comme faisant son travail normalement. S'il est agressif, c'est normal. S'il va trop loin, bah, au moins il a essayé. Voilà, il négocie, quoi. Ouais. Il fait son travail. Une femme qui négocie, mais pour qui elle se prend? Exactement. Vous connaissez ça par cœur. Très bien. Donc ça, c'est le stéréotype. Le stéréotype est prescriptif, ce qui veut dire que quand vous vous écartez du stéréotype, vous êtes mal vu. Mal vu, ça peut vouloir dire qu'on vous considère comme plus compétente, parce qu'on se dit rationnellement « Ah oui, c'est vrai, tiens, elle se comporte comme quelqu'un qui négocie dur », mais vous allez être vu comme moins sympathique. Oui. Invariablement, si vous gagnez en compétence, vous allez perdre en sympathie. Ça, c'est une spécificité de la femme dans cette situation-là. L'homme qui se comporte de manière contre-stéréotypique ne sera pas vu, sur d'autres stéréotypes, ne sera pas vu comme moins sympathique. Il sera éventuellement vu comme moins compétent, mais pas comme moins sympathique. Donc le problème, il y a un bouquin qui est paru récemment en anglais, dont le titre résume ça parfaitement. Il faut être une likable badass. Wow. Il faut être badass,
C'est-à-dire y aller à fond, taper dans le dur, tout en restant likable. Il y a de longues années, Sheryl Sandberg, Oui. qui était à l'époque la patronne de Facebook, avait écrit un bouquin qui s'appelait Lean In, ou en français En avant toute. Elle était en fait la première à exprimer cette idée que les femmes ne doivent pas se conformer aux stéréotypes. Oui. Mais comme elle le disait elle-même, parce elle connaît le problème, et en plus, elle a regardé toutes les études qui expliquent ça, et elle les cite tout à fait euh, à propos. La difficulté, c'est qu'il faut le faire avec tellement de tact et tellement de prudence que ça place la barre beaucoup plus haut pour les femmes. Oui. Elle décrit ça d'une manière incroyable. Elle dit, au fond, pour une femme, c'est comme de marcher dans un champ de mine à reculons avec des talons aiguilles. Exactement. C'est un exercice d'équilibriste. C'est un exercice d'équilibriste. Et c'est profondément injuste que dans une négociation, par exemple, l'homme soit juste dans une position où il doit négocier et la femme soit dans une position où elle doit négocier, et vous montrer que vos idées sont excellentes, et vous montrer qu'elle est sympathique, et vous montrer qu'en fait elle négocie pour le bien de la collectivité et pas juste pour sa position à elle, etc. etc. Mm. Donc en fait, c'est très dur. Je vous dis pas qu'il faut pas essayer. Il faut essayer de le faire avec autant de subtilité que possible pour ne pas se rendre antipathique quand on enfreint le stéréotype. Oui. Mais tant qu'on ne change pas la situation, tant qu'on ne change pas le process, on ne va pas résoudre ce problème-là. Mm. Je vous donne un exemple de changement de process sur la négociation. Dans les grandes écoles, comme celle où j'étudie, on fait des études à la sortie de l'école sur les salaires des garçons et les salaires des filles qui sortent de l'école. Il y a un écart dès la sortie de l'école. Alors, on va pas nous expliquer que c'est à cause des congés maternité, des interruptions de carrière, des choix. Hein. Il y a un écart dès la sortie de l'école. Ah oui, mais c'est parce que les garçons vont dans les banques d'affaires et les filles vont les ONG. Oui, certes, un peu, bien sûr, ça explique une grosse partie de l'écart, mais même quand on enlève ce facteur-là statistiquement, il reste un écart. Pourquoi? Parce que les garçons négocient, les filles ne négocient pas. Ouais. Une boîte arrive, elle dit voilà, je vous fais une offre, le salaire est de temps, les filles disent merci madame, les garçons disent tu te rallonges. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je reprends les deux démarches dont on vient de parler. Ouais. Soit on change le process, soit on encourage les filles à essayer de tirer leur épingle du jeu. Si on encourage les filles à essayer de tirer leur épingle du jeu, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit bah, on va vous apprendre à négocier, les filles. À la sortie de l'école, hein, quand les boîtes viennent et qu'elles vous proposent un salaire, bah, vous négociez. Pourquoi pas? Risque, Ouais. c'est que la boîte dise oula, c'est qui cette fille-là qui vient négocier alors qu'on la Simplement connaît même pas sympathique. encore? Finalement, peut-être qu'on va prendre le garçon, Ouais. parce que, à moins qu'elle le fasse avec suffisamment de subtilité et de tact pour que ça passe bien, ce qui est possible, Mm. elle risque de se mettre dans une situation contra-stéréotypique, Ouais. où en fait, elle va se tirer dans le pied. Autre solution, c'est de dire, si vous venez recruter sur mon campus, ben, communiquez-moi votre grille de salaire, parce que nous, on voudrait que les entreprises qui recrutent chez nous soient des entreprises qui savent pour quel poste elles recrutent, qui savent combien elles sont prêtes à payer ce poste, et pour qui ça ne dépend pas du fait que ça soit un garçon ou une fille, quelqu'un qui négocie ou qui négocie pas. Mm. Il n'y a aucune raison qu'on accepte qu'un débutant négocie son salaire. Pourquoi diable est-ce que quelqu'un qui n'a encore rien fait, qui n'a pas mis les pieds chez vous, devrait négocier son salaire? Ouais. Sur la base de quels arguments? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en tolérant ça, je reviens au stéréotype dont on parlait tout à l'heure, au stéréotype du leader, en tolérant ça, voire en encourageant ça, On perpétue. on perpétue un stéréotype, on récompense un stéréotype, qui est le stéréotype de l'emmerdeur. Enfin, quand même, quelqu'un que vous n'avez même pas encore recruté, qui n'a rien fait de sa vie, qui n'a aucune expérience professionnelle, qui vous dit « Ouais, mais là, l'offre que vous faites n'est pas assez bonne, là, je veux plus. » Mais vous voulez vraiment ce type-là? Certains oui, apparemment. Certains oui, apparemment, ou en tout cas, ils se sont mis en tête que, en fait, ce C'est une stéréotype du jeune cadre aux dents longues qui en veut, Ouais, c'est le loup de bah, Wall Street. voilà, c'est le loup de Wall Street, exactement. C'est le gars qui va se battre pour la boîte. Comme il se bat pour lui, c'est bon signe, il va se battre pour moi. Exactement. Bah, je trouve que c'est pas un très bon modèle. Et je Que ça soit un garçon ou une fille, d'ailleurs. Ouais. Mais je suis tout à fait alignée avec vous. On doit changer le système et moins faire peser cette responsabilité de manière individuelle sur les femmes. Mais en même temps, il faut aussi qu'elles puissent agir. Et est-ce que les quotas seraient une bonne manière de les faire rentrer dans l'arène au bon niveau? Alors, les quotas, notez bien que les quotas sont un changement de système. C'est pas une, c'est C'est pas vrai, une c'est un femme changement qui- de système. Donc, bonne illustration du principe. Oui. Sur les quotas, j'avoue que j'ai changé d'avis. Ma position initiale, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était de dire que si on a les bons systèmes de sélection, ceux qui ne sont pas discriminants, qui choisissent les personnes en fonction de leurs compétences et pas en fonction de leur conformité à un stéréotype, si on a des systèmes qui sont méritocratiques et pas miroirocratiques, Ouais. il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas plus de femmes et donc il ne devrait pas y avoir besoin de quotas.
Dans la magistrature, il n'y a pas de quota et pourtant il y a une nette majorité de femmes. Chez les médecins, il n'y a pas de quota et pourtant il y a une majorité pas énorme Mais on de parle femmes. de soins et de justice aussi. Dans le Oui, fond de la fonction, même si ça requiert. oui, mais non, je ne suis pas d'accord avec vous, si je peux me Oui, permettre. oui, c'est très bien. Parce que ce stéréotype-là, vous voyez, quand je parle aujourd'hui de ce sujet-là, beaucoup de jeunes femmes comme vous me disent: «Oui, mais en fait, ça correspond au stéréotype du médecin, c'est le soin, ça correspond au stéréotype du juge, qui est une femme, on le voit bien à la télé quand on voit des séries où les magistrates sont des juges». Formidable! Mais je vous assure qu'il y a 20 ans, c'était pas du tout, du tout, du tout le cas. Oui. Le stéréotype du médecin était clairement un homme. Le stéréotype du juge était de manière écrasante un homme. L'idée d'un juge femme paraissait absurde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si le stéréotype a changé, quand vous dites oui, mais c'est le soin, oui, le stéréotype a changé. Maintenant, on voit ça comme des métiers de soins, non pas parce qu'on a changé les mentalités, mais parce qu'on a changé la composition du corps social qui fait ces métiers. Ouais. Et que donc Le le référentiel stéréotype est a différent. changé. C'est pas parce qu'on a changé les stéréotypes qu'il y a plus de femmes, Ouais. c'est parce qu'il y a plus de femmes qu'on a changé les stéréotypes. Ouais. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes dans ces métiers-là? Parce que si vous voulez être magistrat ou médecin, ben, il y a un concours. Et les filles sont, c'est curieux, elles ne sont pas plus mauvaises que les garçons à passer des concours. Elles sont même un peu meilleures. Quand vous aurez des systèmes de sélection qui seront sans biais, comme un concours l'est à peu près, je simplifie, c'est pas aussi simple, mais comme un concours l'est souvent, en tout cas ces concours-là, ben, vous aurez plus de femmes dans les fonctions de direction. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on développe des processus de sélection sans biais? Alors, Parce que les quota. quotas peuvent y participer. Donc, Les quotas, je pensais qu'ils n'étaient pas nécessaires pour cette raison. J'ai changé d'avis parce que ça fait tellement longtemps que ça ne progresse pas que je pense qu'il y a besoin d'un électrochoc. Je pense que les entreprises ont besoin d'être forcées à changer leurs pratiques par une contrainte externe. Sinon, elles ne vont pas y arriver. Je pense donc que c'est nécessaire. Je suis certain que ça n'est pas suffisant. Oui. Pourquoi? Parce que si vous partez d'un système dans lequel vous avez les biais qu'on a, les stéréotypes sur les leaders qu'on a, la manière de les choisir qu'on a aujourd'hui, et qu'on vous rajoute une contrainte qui est, à partir de 2026 ou 2027, vous devez avoir 40% de femmes dans votre comité exécutif, qu'est-ce que vous faites, et que beaucoup d'entreprises sont déjà en train de faire? Vous rajoutez des chaises autour de la table du comité exécutif, et exactement. vous posez des femmes dessus. Et plus sur les fonctions régaliennes, uniquement sur des fonctions qui vont être Ça vous annexes. donne en plus l'opportunité de proclamer que ces fonctions, vous avez dit annexes, la responsabilité sociale de l'entreprise, mais madame, c'est très important pour nous. C'est pas du tout une fonction annexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de la faire rentrer au comité exécutif. D'ailleurs, c'est une femme qui s'en occupe, une femme formidable qui s'en occupe. Puis la communication interne, c'est très très important aussi. On a une femme formidable qui va rentrer au comité exécutif pour s'en occuper. Donc, en clair, c'est ça qui est en train de se passer. Ouais. C'est ça qui est en train de se passer. Au mieux, si c'est pas ça, on va faire rentrer les femmes dans toutes les... Enfin, déjà, de manière générale, on va faire rentrer les femmes dans les fonctions de femmes. Donc, dans les comités exécutifs, quand vous regardez, j'ai la statistique dans le livre, vous avez 3 fois plus de femmes en proportion dans les fonctions staff que dans les fonctions opérationnelles, dans les comités exécutifs. Donc, les ressources humaines, bien sûr. Mais pratiquement, et quand je dis fonction staff, pratiquement jamais la direction financière, par exemple. Donc, pas les fonctions de pouvoir. Donc, si vous continuez comme ça, si vous ne remettez pas en cause le modèle de sélection, vous aurez effectivement plus de femmes dans les comités exécutifs. En général, les entreprises se conforment à la loi. Pas toujours, mais pour des choses aussi visibles, normalement s'y conformer. Vous aurez respecté la lettre de la loi, mais vous n'aurez pas fait progresser plus de femmes dans les filières qui conduisent aux directions générales. Vous n'aurez pas créé plus de rôle modèles de femmes pour être dans des fonctions opérationnelles. Vous aurez en fait renforcé la répartition genrée des rôles au sein des entreprises, vous aurez renforcé les stéréotypes. Donc, les quotas, je suis, après réflexion et de manière ambivalente, plutôt pour, comme vous voyez, mais avec une grosse inquiétude qui est que si on ne fait que les quotas, si on s'imagine que c'est une baguette magique, comme on s'imagine toujours dans ce pays avec la loi est toujours une baguette magique qui est censée tout résoudre sans qu'on change les comportements des gens, c'est formidable, ça risque d'avoir l'effet opposé à celui qu'on poursuit. Et donc, comment on fait pour changer les comportements, sachant qu'il y a des biais cognitifs? Comment on fait pour, faire entrer ces nouvelles mesures et ces nouvelles, modes, ces nouveaux modes de sélection des profils? Parce que finalement, ils ont aucun intérêt aujourd'hui à faire en sorte que ce soit différent. C'est qui il? Bah, les personnes qui entretiennent un système où, par miroir,
ils se ressemblent tous au poste de direction, n'ont pas d'intérêt direct aujourd'hui. Si ça n'a pas d'impact sur la performance et si ça n'a pas d'impact vraiment par rapport à la loi qui va être imposée, comment on fait alors pour les faire changer de comportement? Alors, je suis pas, naïf, je pense qu'il y a des dirigeants qui n'ont aucune réelle intention de changer les choses et pour qui le fait de dire qu'on avait des programmes de diversité et cetera, c'était de l'habillage qu'il fallait avoir et d'ailleurs, c'est eux qui ont arrêté de le faire depuis quelques mois, c'est plus à la mode. Ouais. En revanche, il y a aussi beaucoup de dirigeants, dans mon expérience, qui pensent sincèrement qu'ils voudraient avoir plus de diversité et qui constatent qu'ils n'y arrivent pas. Ceux-là, quand vous dites, «Ça leur convient bien, ils sont entre eux» et cetera, c'est pas comme ça que je les vois. Je dis pas qu'il y D'accord. en a pas des comme ça, hein, mais ceux-là, c'est pas comme ça que je les vois. Je les vois comme des gens qui se disent: «On a un système qui devrait être méritocratique, pourquoi diable est-ce que les femmes ne réussissent pas?» OK. Et en fait, ce qu'ils disent, bah, logiquement, quand ils pensent vraiment que leur système est méritocratique, ils n'ont pas conscience que leur système est miroirocratique, comme je dis, hein. Ils pensent que leur système est méritocratique et donc ils ont conclu que c'est parce que les femmes veulent pas, elles ont pas d'ambition. Et Mmh. c'est eux qui vous disent: «Bah, chaque fois qu'un poste s'ouvre, il y a plein d'hommes qui sont candidats et les femmes ne sont pas candidates, il faut aller les chercher une à une pour essayer de leur dire: mais si, tu as le profil, tu devrais te porter candidate». Vous voyez? Ouais, j'ai déjà C'est beaucoup entendu. je vois pas la situation comme une espèce de complot, comme une espèce d'entre-soi, le terme qu'on emploie souvent. Oui. Je crois pas du tout qu'il y ait une espèce de enfin, je crois pas du tout. Encore une fois, il y a des endroits où c'est le cas, c'est Mmh. clair. Mais je crois pas qu'en général, dans la plupart des grandes entreprises, Oui. il y ait une sorte de conspiration de l'entre-soi où, une bande d'hommes blancs, qui se ressemblent tous et qui viennent tous du même quartier et qui ont fait les mêmes écoles, s'entendent pour tenir à l'écart les gens qui leur Non. ressemblent pas. Oui, oui, bien sûr. C'est plutôt dans les biais cognitifs et intégrés, donc, que ça se joue et c'est cette subtilité qui est encore plus difficile pour les femmes à, désarmer parce que, c'est très difficile de dire: «Oui, mais en fait, si vous ne me considérez pas dans une posture de leader, c'est parce que vous n'avez jamais imaginé un autre type de leader». Donc comment on fait, pour amener cette réflexion et surtout, ce mouvement et cette action? Eh ben, on change le process. Mmh. On change le process, on change la méthode, on change les trucs ras des pâquerettes, terrestres, terre à terre, bêtes et méchants, par lesquels les décisions se prennent. Et donc les DRH auront plus de poids dans l'entreprise de Et demain? donc les DRH, qui ont déjà un poids considérable, s'interrogent sur la manière dont les décisions sont prises. Je rebondis sur l'exemple que je viens de vous donner. Tous les dirigeants, tous les DRH, tous les patrons vous disent, bah, à chaque fois qu'un poste s'ouvre, 10 fois plus d'hommes que de femmes qui sont candidats. Ouais. Ok, pourquoi vous leur demandez d'être candidats? Pourquoi vous leur demandez de faire acte de candidature? Mmh. Qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça récompense que quelqu'un lève la main en disant: moi monsieur, je veux être calife à la place du calife». Pourquoi est-ce qu'on attend des gens qui fassent ça? Parce qu'en fait, ce processus-là, qui demande aux gens de faire acte de candidature, il récompense quoi? Il récompense des gens qui d'abord sont ambitieux, c'est-à-dire qu'ils avaient envie, ils y pensaient déjà, Ouais. ils piaffaient d'impatience, ils s'étaient pas préoccupés de faire bien leur travail actuel, ils se Exactement. demandaient déjà comment ils allaient avoir le job de demain. Donc, Ouais. vous sélectionnez des gens ambitieux. 2, vous sélectionnez des gens pour qui c'est pas un problème, c'est même plutôt sympa d'annoncer à tout le monde: «Vous savez quoi les petits copains? Je suis meilleur que vous, je veux devenir votre patron et c'est moi qui vais avoir le job, c'est pas vous». Donc vous sélectionnez des gens qui ont des sharp elbows, comme on dit en anglais, qui sont prêts à jouer des coudes, qui sont compétitifs. Et surtout, vous sélectionnez des gens qui, quand ils lisent une description de poste qui énumère 5 critères et qui disent bah, moi j'en remplis 2, ils se disent bah, c'est bon, ça suffit, je vais y aller. C'est-à-dire qu'ils ont une tellement haute idée d'eux-mêmes qu'ils pensent qu'ils ont toujours toutes les compétences nécessaires. Mmh. Donc en fait, vous avez, sans jamais vous être posé la question, pas intentionnellement, mais vous avez perpétué une manière de choisir vos managers puis vos dirigeants de demain sur ce petit truc microscopique qui est simplement de faire un appel à candidature quand un poste s'ouvre, qui paraît normal, qui paraît évident à tout le monde, hein. Ouais. Vous avez choisi une procédure qui mécaniquement récompense les personnes qui sont ambitieuses, Mmh. compétitives Ouais. et arrogantes. Des belles personnes. C'est curieux, c'est souvent des hommes. Mais est-ce que c'est les bons hommes? C'est quand même ça la question qu'on devrait se poser. Exactement. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer le process. On peut dire, vous savez quoi? On a une direction des ressources humaines. Elle a une base de données. Elle devrait savoir qui sont les personnes qui sont compétentes pour ce poste. Ouais. Si elle ne le sait pas, c'est que sa base de données n'est pas très bien tenue. À ce moment-là, j'ai une solution pour vous. LinkedIn le sait. Vous avez qu'à regarder sur LinkedIn les gens qui sont chez vous et vous allez trouver. Mmh. LinkedIn est plus à jour que votre base de données. Vous allez trouver tous les gens dont l'expérience correspond à ce que vous pensez être
ce qu'il vous faut pour le poste. Il n'y a pas besoin qu'ils fassent acte de candidature. Vous pouvez les appeler et leur dire, on leur envoie un petit mail, vous dites, voilà, Jennifer, on a identifié votre profil comme correspondant à celui du poste qui vient de s'ouvrir. Donc, on vous considère comme candidate, vous rentrez dans le process d'évaluation. Ouais. Bien sûr, si vous n'êtes pas candidate, dites-le nous. On ne peut pas vous forcer, hein. Mm. Mais on n'attend pas de vous que vous leviez la main. Voilà un changement de process. Il y en a des dizaines que vous pouvez faire comme ça. Voilà un changement de process qui illustre ce dont je parle. Une fois qu'on a dit ça, je vous mets en garde. Est-ce que celui-là va marcher chez vous? Peut-être pas. Il y a peut-être des tas de raisons pour lesquelles ça ne marche pas chez vous. J'ai vu des tas d'entreprises où ça marche. Mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles ça ne marche pas chez vous. Toutes les autres idées qu'on peut avoir, peut-être ne marcheront pas chez vous, peut-être marcheront. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est d'expérimenter. Ouais. Expérimenter, ça veut dire qu'on essaye les choses, et, au roulement de tambour, qu'on est prêt à admettre que peut-être elles ne vont pas marcher. Très difficile. Mon Dieu, on va faire des choses qui peut-être ne vont pas être des succès. Et qui plus est, si elles ne sont pas des succès, on va le dire, on va s'en féliciter, on va l'annoncer, on va dire, on a fait un truc, on avait décidé qu'on allait le mesurer comme ça. Par exemple, on est passé à l'opt-out plutôt que l'opt-in pour les appels à candidature. On espère qu'on aura plus de femmes dans nos shortlists de candidats. On essaye pendant 1 an. Et si il s'avère que ça ne fait pas plus de femmes dans la shortlist de candidats, ben, c'est pas la peine de continuer. Oui. Peut-être que c'est la peine de continuer pour d'autres raisons, mais on décide sur quoi on va mesurer, on mesure et on voit si ça marche. Si ça marche, on continue. Et si ça marche pas, on arrête. On arrête. Oui. Parce qu'il y a un nombre de choses qu'on fait au nom de la diversité et qui ne servent à rien, qui permettent quand même de libérer des énergies et des budgets pour faire d'autres choses considérables. Ouais. Donc, on travaille sur les process plutôt que de constamment répéter que c'est à cause des biais cognitifs de la société, de la petite école et de que sais-je, dont encore une fois je ne nie pas du tout la réalité, mais qui n'expliquent pas le problème spécifique aux entreprises. On travaille sur les choses spécifiques aux entreprises, qui sont les processus de sélection spécifiques aux entreprises, et on le fait en expérimentant dans une démarche d'essai-erreur, où on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, et on progresse comme ça. Et voilà comment on change les choses. C'est très pertinent, mais ça demande un changement de paradigme face à l'échec et au mode itératif, qui n'est pas le mode qui est valorisé dans nos sociétés françaises. Absolument. Mais c'est pas le mode qui est valorisé où que ce soit. On s'imagine, c'est un truc français que les Américains valorisent l'échec, que c'est formidable aux États-Unis. Si vous avez échoué 12 fois, vous êtes un génie. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas Il y a, plus c'est pas plus que n'importe quoi. D'accord. Non, c'est n'importe quoi. Les entreprises, de manière générale, n'ont pas une culture d'expérimentation. Le problème de ne pas avoir une culture d'expérimentation, c'est que quand on n'expérimente pas, on pratique la pensée magique. Mm. Si on dit je vais faire ça, ça va marcher, et qu'ensuite on vérifie pas que ça marche, bah, Le peut test pas n'est pas la progresser. norme. Voilà. Mais en fait, les bonnes entreprises expérimentent, voient ce qui marche, voient ce qui marche pas, et changent ce qui marche pas. Mais pas toutes, je suis Et d'accord avec comment vous. on se réconcilie avec la culture de l'échec et le fait de le promouvoir? Alors déjà, on arrête de dire que c'est un échec quand on fait une expérience et qu'on a un résultat négatif. Une expérience, c'est fait pour donner une réponse Ouais. à une question. Ok. Là, si je vous pose une question et que la réponse est non, vous n'allez pas dire que c'est un échec. Vous allez dire j'ai posé une question, j'ai obtenu une réponse. Un échec, c'est quand on investit dans quelque chose et que ça échoue. C'est autre chose. C'est pas forcément un problème non plus d'ailleurs. On peut choisir de prendre un risque pour d'excellentes raisons et avoir pris une bonne décision qui se traduit par un échec et conclure que bah, on a bien fait de le faire même si c'est un échec. Mais là, je vous parle pas de ça. Je vous parle pas de prendre des décisions définitives qui sont des échecs. Je vous parle de dire on va faire des choses pour savoir si elles marchent. Ouais. C'est un processus, finalement. Et c'est un processus d'expérimentation, c'est une démarche scientifique. Quand vous faites une expérience dans un laboratoire et qu'elle vous donne la réponse A plutôt que la réponse B, vous ne dites pas que c'est un échec. Quand vous faites un test AB sur Internet et que vous dites je vais tester 2 versions de ma homepage pour voir ce qui génère le plus de trafic, Ouais. vous ne dites pas ah bah la version B est un échec parce que c'est là qui a marché. Qui est l'idiot qui a designé la version B? Il est viré. Vous dites on a fait un test AB, c'était pour savoir laquelle des deux marchait mieux. Donc on arrête de parler d'échec quand on est en train de faire des expérimentations. Sinon ça ne marche pas. Très bien, on va changer la sémantique donc. Alors maintenant, on va passer à la section vrai ou faux. L'idée, c'est de répondre un peu du tac au tac et Mhm. de développer certains points. Alors, je vais vous lancer quelques affirmations et dites-moi si elles sonnent vraies ou faux pour vous. Les femmes sont trop prudentes dans leurs décisions. Schématiquement vrai. Il y a un stéréotype que vous répétez, mais qui a un fondement statistique, c'est que les femmes ont une plus grande aversion pour le risque sur beaucoup de choses, qui est démontré dans plein de domaines, sur plein de sujets. Ce qui est paradoxal, c'est que dans les entreprises, c'est moins vrai qu'ailleurs.
Pourquoi? Probablement parce qu'il y a un biais de sélection. C'est-à-dire que les femmes qui choisissent d'aller travailler dans les entreprises, en fait, sont plutôt des femmes qui, parmi les femmes, ont plus le goût du risque. De manière générale, d'ailleurs, je devrais commencer par ça pour répondre à des questions, parce que je soupçonne qu'il va y en avoir plusieurs des comme ça. Oui. Quand on dit les femmes, les hommes, l'idée que j'essaye d'expliquer à mes étudiants à longueur de cours et finit par rentrer, c'est qu'il n'y a pas les femmes, les hommes. Il y a une courbe en cloche de toutes les femmes et une courbe en cloche de tous les hommes sur une caractéristique donnée, par exemple le goût du risque. Donc, si vous distribuez toutes les femmes sur une courbe de goût du risque, il y a une moyenne, voilà, mais il y a aussi une variance autour de la moyenne. Distribuez tous les hommes, il y a une moyenne. La moyenne des hommes est qu'ils prennent plus de risques que la moyenne des femmes. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes ont plus le goût du risque que toutes les femmes, et il y a des femmes qui ont plus le goût du risque que la grande majorité des hommes. Il faut être froide et rationnelle pour bien décider. Non, mais plus on s'en rapproche, mieux c'est quand même. Il y a une espèce d'idée à la mode qui est qu'il faudrait décider avec son cœur, avec ses tripes, etc. Normativement, on ne peut pas être d'accord avec ça. Normativement, la bonne décision, c'est la décision rationnelle, parce que la rationalité, c'est ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Donc, si vous choisissez autre chose que la décision qui a le plus de chances de vous donner ce que vous cherchez, vous n'êtes pas rationnel. Donc, il faut être rationnel. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'intuition pour la prise de décision et on a souvent ce mythe du leader seul qui décide, qui va donner le cap et l'équipe qui va suivre. Et je crois que vous conseillez le contraire, c'est-à-dire d'avoir des comités et des personnes qui vont pouvoir prendre des décisions et en tout cas les travailler avec vous pour qu'elles soient les plus justes possibles et les plus fiables possibles. Ouais, ça dépend des situations, mais schématiquement, oui. Les émotions sont l'ennemi des bonnes décisions. Là encore, schématiquement, oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir d'émotions. Évidemment qu'on a des émotions, il faut les avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut les refouler. Au contraire, pour prendre des bonnes décisions, quand on est dans une situation d'émotion, il faut prendre conscience de ces émotions, mais il faut, la plupart du temps, arriver à les tenir à distance pour prendre la décision la plus rationnelle possible. Une exception à ça qui est très importante, les décisions qui ont une composante éthique gagnent beaucoup à ce qu'on laisse parler son émotion éthique. Parce que la rationalité éthique parle moins fort que l'émotion éthique. Donc quand on est sur un sujet où on se dit il y a le bien et le mal, et où émotionnellement on le sent fort, il faut écouter cette voix qui parle, qui est la voix de votre conscience déontologique en fait, qui parle à travers votre émotion. Plus on réfléchit, donc mieux on décide. Jusqu'à un certain point, mais une phrase que j'adore pour résumer ça, qui vient de Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, c'est Discord plus deadline. On veut créer de la discorde pour qu'il y ait de la réflexion, pour qu'on entende plusieurs points de vue. Il faut qu'il y ait un deadline. À un moment, il faut décider. L'intuition féminine, c'est finalement un mythe. Oui, bien sûr. C'est un cliché qui sert en fait à renvoyer la femme à l'extérieur de la rationalité pour l'exclure de la décision, puisque la décision doit être rationnelle. Donc l'intuition n'est pas une bonne chose, donc on peut la laisser aux femmes, en gros. C'est ça l'idée de l'intuition féminine. Bien sûr que c'est un mythe. Pour réussir, les femmes doivent copier les hommes. Si on suit la logique que vous illustriez tout à l'heure, quand vous disiez « je suis dans un système où les décisions sont comme ça », malheureusement la réponse est oui, avec la nuance qu'il faut le faire avec tact et mesure pour ne pas se rendre antipathique, exercice d'équilibriste. Comme ça n'est pas juste et que ça n'est pas possible à l'échelle, je pense qu'il ne faut pas que les femmes aient à copier les hommes. Pour que les femmes réussissent, il faut qu'on soit dans un système où les femmes peuvent réussir sans avoir besoin de singer les hommes. Et pour ça, il faut changer les procédures de sélection. On va terminer par 2 questions. Je ne suis pas très bon pour répondre oui ou non, au vrai ou faux. Hein, oui. Je l'ai vu, mais on va s'en contenter parce que c'est très riche et finalement, ça nous apporte tellement plus de choses que c'est très intéressant. Tant mieux, j'espère. Donc, on va terminer avec 2 questions qui sont votre vision, la vision pessimiste de voilà, ces évolutions de société, ces évolutions de l'entreprise et des biais cognitifs, oui ou non. Et on va terminer avec la vision ensuite positive de ce monde de demain que vous imaginez. Écoutez, la vision négative, je l'ai déjà dit, c'est une vision où les stéréotypes se reproduisent et se perpétuent, et où par exemple les quotas ne servent qu'à les renforcer parce qu'on va accentuer la répartition genrée des rôles. La vision positive, c'est une vision où on a des leaders qui ne ressemblent pas aux leaders d'aujourd'hui, qui sont des leaders différents, moins stéréotypés, qui ressemblent moins à cette idée du surhomme nietzschéen ou d'Elon Musk, en gros, qui prend des risques, qui est visionnaire, qui a des ambitions démesurées, qui travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et ce stéréotype-là disparaît et est remplacé par un modèle beaucoup plus riche, beaucoup plus humain,
de leaders, dans lequel il n'y aura peut-être pas une majorité de femmes, mais il y en aura plus, et dans lequel les hommes qu'il y aura, soit dit en passant, seront aussi des hommes assez différents de ceux d'aujourd'hui. Moi, ma vision positive du leadership de demain, c'est ça. Et juste ces qualités ou ces compétences, à votre avis, ce serait quoi de ce leader de demain? Allez, en fait, sur le papier, on les connaît tous. Sur le papier, quand vous allez dans n'importe quelle entreprise et que vous allez aux ressources humaines, à l'étage des ressources humaines, ils ont un modèle du leadership de demain où il y a toutes les bonnes compétences. Caring, coaching, il développe les autres, il fait preuve d'écoute et d'humanité, de tolérance, tout en étant capable de décider, etc. Donc sur le papier, les qualités sont toutes écrites dans les modèles de leadership. Le seul problème, c'est qu'au moment où on choisit, bon, qui sont les hauts potentiels et qui sont les gens qu'on va nommer à un poste difficile et qui sont les gens qu'on va nommer au comité exécutif, on tient absolument pas compte de ces critères-là. On tient compte de est-ce que cette personne ressemble à l'idée que je me fais d'un leader qui en fait est l'idée du patron d'aujourd'hui. Ouais. Donc les compétences, vous les connaissez, c'est celles dont on parle à longueur de podcast, à longueur de magazine, à longueur de modèles de ressources humaines. Ouais. Simplement, on n'a pas les process pour les traduire dans la pratique. La difficulté n'est pas de discuter de la liste de ces compétences, on les connaît. On le connaît, le leader idéal de la Harvard Business Review, il existe. Ouais. Mais on n'a pas les process pour que ça soit ces compétences-là Mm. qui soient récompensées. C'est ces process-là qu'il faut changer. Merci. Merci pour ce beau message. Je pense que notre audience et notre public va vraiment apprécier le fait de voir qu'il y a un mouvement qui s'est amorcé pour changer les process, pour changer un système et qui va avoir beaucoup plus d'impact que les actions individuelles. Merci de vous avoir dévoilé l'envers du décor en nous faisant comprendre quels étaient les vrais enjeux et les vrais acteurs pour pouvoir faire bouger les choses dans le sens pour la carrière des femmes. Merci. Merci Jennifer.